Alors le cyberharcèlement, c'est aussi un délit, en fait, c'est ce qu'on va voir ensemble, Denis, et qu'il y a des lois sur Internet. Donc on a vu ensemble, malheureusement, que vos enfants, à travers les réseaux sociaux, s'exposent à un certain nombre de dangers, mais ils s'exposent aussi à la loi. Et même quand ils sont enfants. Et il n'y a rien de mieux qu'un gendarme pour rappeler la loi. Et je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Donc l'espace numérique est considéré comme un milieu de liberté, à tort, puisque la loi elle s'applique également sur les réseaux sociaux et dans le monde virtuel. Pour autant, le danger de l'espace numérique, c'est créer l'illusion du virtuel. Et l'illusion du virtuel, c'est considérer que tout est possible derrière son écran, parce qu'on est caché derrière son ordinateur, parce que l'anonymat est facilité, parce qu'on a l'impression d'avoir devant soi un espace à conquérir. Et les enfants, en fait, ils vont avec leur jeunesse, avec leurs illusions, avec leur naïveté, alors que la virtualité reste parfaitement ancrée dans le réel du droit. Et le droit, lui, est bien réel. Les conséquences sont bien réelles. Et pour l'illustrer, je vous ai mis un certain nombre de chiffres. En 2020, pour toute la France, donc ce sont des chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur, 9 932 procédures pénales ont été ouvertes pour des mineurs victimes, pour des faits commis sur Internet, dont, et vous verrez que la proportion est énorme, 3 119 ont été victimes de menaces et de harcèlement. Alors, je ne parle pas de cyberharcèlement, mais c'est du cyberharcèlement, parce que la loi ne définit pas strictement le cyberharcèlement, il définit d'abord le harcèlement. Alors, Samuel l'a rappelé tout à l'heure, c'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc c'est la définition en droit et inscrite dans le code pénal. Et le caractère cyber intervient comme une circonstance aggravante de ces faits. Sous cette forme, ce sont des faits commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. C'est-à-dire qu'on est soit en ligne, soit on a utilisé un moyen numérique pour participer au harcèlement. Donc il y a bien la partie réseaux sociaux, mais il y a la partie également de l'utilisation a posteriori par un enregistrement ou un autre moyen des faits captés sur le net pour ensuite participer au harcèlement. C'est important de le dire, et c'est écrit comme ça dans la loi. Et ça, c'est bien réel. Donc on a quand même un tiers des procédures pénales ouvertes en France qui concernent le cyberharcèlement que je viens de définir. Et on parle de victimes, mais il y a des auteurs. Et en 2020, sur les seules procédures gendarmerie cette fois-ci, on a 1723 mineurs qui ont été mis en cause. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je l'ai dit, c'est que la virtualité reste ancrée dans le réel du droit. C'est qu'il faut imaginer l'espace numérique comme un milieu à part entière. Un milieu à part entière dans lequel, il existe de véritables dangers. Et Samuel l'a rappelé tout à l'heure, on a une violence désinhibée, une violence exacerbée, qui est, on va dire, augmentée par la résonance qu'offre Internet. Et la période est propice à le dire, mais à la viralité, et je pense que tout le monde aujourd'hui a bien compris ce qu'était le caractère viral concrètement dans la vie réelle. Et bien en fait, cette viralité, elle est la même sur Internet. Donc, quand on a vu cette évolution et que l'on voit bien évidemment que les mineurs peuvent être des victimes, ils peuvent également être des auteurs, et ils s'exposent donc, comme tout espace, à une responsabilité, à l'engagement de leur responsabilité. Et ce qui est important, c'est de bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent que même si vous êtes mineur, eh bien vous pouvez engager votre responsabilité. Alors certes, le droit fait que la responsabilité est individuelle et donc pénalement, les parents ne sont pas responsables. Néanmoins, je rappellerai quand même les principes du Code civil, à savoir que les dommages opérés par les enfants s'appliquent, en tout cas au civil, sur les parents. Et donc à ce titre, les parents sont redevables des éventuels dommages et intérêts dus à la victime. Donc on voit qu'avant 10 ans, on a des mesures éducatives qui peuvent quand même aller jusqu'au placement dans un établissement d'éducation, ce qui n'est pas neutre. Et on va aller, alors je laisse les gens lire la slide, j'espère qu'elle apparaît, pour bien voir la gradation de la réponse pénale, puisqu'il s'agit bien d'une réponse pénale. Et c'est important parce qu'en fait, cette réponse pénale va venir également condamner l'auteur,
qui a une vertu éducative. Alors certes, quand c'est un juge qui la prononce, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dur à accepter, mais ça montre l'ancrage dans le réel des sanctions, mais c'est également reconnaître le caractère de victime à l'enfant qui a été victime. Donc on a ici un panel de sanctions, et vous voyez qu'à partir de 16 ans, on est quand même sur des peines potentiellement de prison. Alors, pour illustrer le propos, on va prendre un cas qui est devenu emblématique, qui est l'affaire de Mila. Alors, l'affaire Mila a été traitée et est traitée actuellement par la gendarmerie. Donc, les éléments que je donne ici respectent le secret de l'enquête. Vous pouvez trouver la synthèse de ces éléments dans la presse. Néanmoins, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. L'affaire Mila, elle a déjà 1 an. Elle a commencé le 18 janvier 2020, lorsque Mila, comme toute jeune adolescente aujourd'hui, et on l'a vu dans l'usage des réseaux sociaux, diffuse une story Instagram dans laquelle elle porte un jugement et elle parle de sa sexualité. Et de ces propos, que je ne répéterai pas ici, mais de ces propos émane déjà un premier fait de harcèlement sur son orientation sexuelle et donc elle est victime de discrimination en ligne et de harcèlement. Plusieurs temps après, 1 ou 2 jours après, elle rediffuse une autre story dans laquelle, cette fois-ci, elle va porter un jugement sur une religion. Et ce qui est important, c'est que le droit est instruit à charge et à décharge, mais il y a une plainte qui est déposée contre elle, sur le fait qu'elle aurait provoqué à la haine sur les réseaux, en prônant des propos discriminatoires, en l'occurrence sur l'islam. Et donc, il y a une plainte qui est déposée. Alors, il faut savoir que cette plainte a été classée sans suite et que le droit lui a donné raison sur le caractère de sa libre expression sur les réseaux, et à savoir qu'elle dit donc les propos diffusés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d'exprimer une opinion personnelle à l'égard d'une religion sans volonté d'exhorter à la haine ou à la violence. Pour autant, suite à l'ensemble des messages qui ont été mis en cause, alors il me semble que e-enfance a été mis dans la boucle, et ça montre l'importance du dialogue entre les différents partenaires, que ce soit e-enfance ou les autres, en lien avec les forces de l'ordre, pour aller identifier le problème. Et donc, on se retrouve avec un flot d'insultes, alors à caractère lesbophone, misogyne, etc. Et la situation lui échappe. Très rapidement, au bout de quelques jours, la vidéo devient virale. Elle est insultée et on a cet effet de résonance qui devient quasiment national, voire international. Et à partir de là, on a déjà une mise en examen d'un mineur, donc un mineur peut être auteur, pour des faits certes de cyberharcèlement associés à tout un tas d'autres chefs d'inculpation que sont la menace de mort, l'usurpation d'identité d'un tiers, l'envoi réitéré de messages malveillants, ainsi que le vol et le recel de vol de données informatiques. Et donc on a une première condamnation. On a déjà un placement sous contrôle judiciaire de ce mineur. On continue 6 mois après. 6 mois après, Mila est reconnue lors d'un voyage linguistique et fait l'objet de menaces de mort. En l'occurrence, je crois qu'on la menace de la violer. Et son agresseur est condamné, lui, directement à 1 an de prison avec sursis. Majeur, je précise. Alors, l'affaire Mila se poursuit, puisqu'un individu en octobre la reconnaît. Ouverture d'une procédure judiciaire encore pour une menace de mort, avec la condamnation d'un majeur à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Donc je ne vais pas continuer sur l'exemple, simplement pour vous dire que nous apprend l'affaire Mila. Au-delà du fait qu'elle est emblématique en France et qu'elle a mis une lumière crue quand même sur la notion de cyberharcèlement. Parce que on y pensait, c'est un phénomène qu'on a senti. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les chiffres que je viens de donner, en 2020, on a eu une augmentation entre 2019 et 2020 de 30% des faits sur le cyberharcèlement. Mais l'affaire Mila a mis une lumière crue sur jusqu'où on pouvait aller. Parce que là, on est vraiment sur le fait qui sert quasiment d'exemple aujourd'hui pour parler du cyberharcèlement. En espace
on croit faussement que la diffusion d'une vidéo éphémère ou la diffusion d'une vidéo n'aura qu'une répercussion limitée, y compris en temps. C'est-à-dire que la viralité des infos fait parfois que pendant une semaine, on va s'attarder sur un cas, et puis la semaine d'après, on va tomber sur un autre. Il va y avoir un enchaînement, donc la pression va être très vive, va être insoutenable certes, mais va durer peu de temps. Aujourd'hui, un an après, la pression est toujours là. C'est-à-dire qu'on inscrit quand même dans la durée les conséquences d'un premier fait de cyberharcèlement, et que là, il est manifeste, mais que pour une victime, le fait, à l'intérieur, reste présent. Et donc, il faut bien faire comprendre aux adolescents et aux parents qui nous écoutent qu'une bêtise, parce qu'on peut parler de bêtise quand on diffuse et a des conséquences pour toute une période de sa vie d'enfant, au moment où on se construit, mais également pour sa vie d'adulte. Parce que quand on est auteur, et qu'on a été condamné à une peine de prison ou à une peine, c'est quand même marqué dans son dossier judiciaire. On a un passé judiciaire. Et ce passé, eh bien, en fait, il est inscrit dans le réel. On n'a pas de casier virtuel. C'est un casier bien réel. Et donc, il faut bien le comprendre, et c'est pour ça que l'ensemble des conseils qui sont donnés aujourd'hui à cette conférence sont importants. Donc la gendarmerie, et on va parler du rôle de la gendarmerie. La gendarmerie, elle est au cœur du dispositif de lutte contre les atteintes sur le cyberespace. Elle ne le fait pas seule. Et chacun est bien dans son rôle et c'est important. Alors, je précise aux gens qui nous regardent, c'est que l'ensemble des interlocuteurs qui sont ici, Samuel, Axel, on se voit dans la vie réelle et nos équipes échangent régulièrement. Parce que quand un appel arrive à e-enfance et que il y a des répercussions pénales et que les faits sont matérialisés, ou en tout cas semblent l'être, le dossier est confié à la police ou à la gendarmerie, suivant le lieu de résidence. Mais il y avait une véritable continuité. Et la gendarmerie est engagée dans une démarche de prévention. Alors vous avez un exemple à l'écran. Donc c'est le type de prévention sous forme de flyer que l'on donne et où vous pouvez, vous, parents, mais même vos enfants, contacter la brigade numérique en ligne, où vous avez le contact ici. Et enfin, pour la deuxième slide, pour l'illustrer, slide d'après. Vous avez ce genre de production qui a été faite sur les réseaux sociaux par la gendarmerie nationale dans le cadre du confinement, premier confinement, où on donne des conseils aux parents. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble des conseils qui ont été donnés. Simplement, quand vous allez, il faut vous préparer. En fait, il faut préparer vos enfants, il faut vous préparer vous. Donc les conseils ont été donnés. Et il faut savoir réagir. Et n'hésitez pas, vraiment. Alors, parfois, il est difficile de pousser la porte d'une brigade parce qu'on se dit mais est-ce que les faits en valent vraiment la peine? Est-ce que ce ne sont pas finalement que des bêtises d'adolescents entre eux, ce qui se passait hier dans la cour de récréation, finalement on en fait... Non, n'hésitez pas, au moins à prendre conseil. Alors vous pouvez passer par les associations, passer par la brigade numérique, mais dès l'instant où vous craignez des suites à des faits de harcèlement en ligne sur WhatsApp, sur n'importe quelle plateforme, la gendarmerie est à l'écoute et vous donnera des conseils. Parce que derrière la plainte qui va être déposée, il y aura certes un traitement judiciaire, mais il y aura également un accompagnement qui vous sera donné. Et la gendarmerie est là pour faire le lien justement entre cette réalité judiciaire issue du virtuel avec l'accompagnement derrière qu'il va falloir assurer pour votre enfant. Parce que votre enfant, reconnu comme victime, mais même comme auteur, sera traumatisé. Alors il y aura la vertu de la peine ou de la sanction pour l'auteur, mais il faudra le reconstruire, il faudra lui remettre dans le droit chemin, parce qu'en fait la sanction, elle n'est pas là que pour sanctionner, elle est là aussi pour remettre dans le droit chemin celui qui s'est écarté du droit chemin. Mais pour la victime, il y a tout un travail de reconstruction qu'il est possible de faire avec des psychologues qui vont venir lui expliquer, et pour le construire, pour son avenir d'homme. Parce qu'ici, on parle d'enfants, mais ce sont les Français de demain. Ce sont ceux qui vont faire, eh bien, en fait, les Français qui vont agir
aussi au profit, qui vont agir ici, dans le monde réel. Et donc à partir de là, je pense que notre rôle également, donc force de l'ordre, c'est d'être ce pont finalement entre cette réalité du droit, cette réalité du vivre ensemble, cette réalité du règlement de l'espace, parce qu'en fait on régule l'espace physique quand on est sur le bord des routes, etc. Et on régule de la même manière l'espace numérique par le droit. Et donc notre rôle aussi, c'est une fois qu'il y a eu sanction, une fois qu'il y a eu action judiciaire, et bien en fait d'aller guider les gens vers une reconstruction, qu'elle soit celle de la victime principalement, mais également remettre dans le droit chemin celui de l'auteur. Voilà, j'espère que j'ai été clair.